la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, l'écrivaine Annie Ernaux et la chercheuse Nelly Wolf reviennent sur l'évolution de l'écriture de soi dans la littérature française. Annie Ernaux, vous avez inventé, je crois, le terme d'autosociobiographie. C'est à vous qu'on le doit. Effectivement, c'est le problème lorsqu'on écrit, c'est qu'à un moment, lorsque on vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand c'est quelque chose qui fait irruption dans le champ littéraire et qui paraît différent. Et c'était compliqué parce qu'on me disait, est-ce que c'est une autobiographie ? Plus tard, on dira autofiction, mais on n'en est pas là. Ça, c'est dans les années 80. Et on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la place, par exemple, hein ? C'est surtout ce texte qui a posé problème. Et à ce moment-là, je crois que je devais avoir publié peut-être déjà aussi une femme. C'est que j'ai essayé de combiner un peu auto, c'est donc moi, socio, parce qu'il y a ce regard sociologique en permanence, et puis biographie, parce que c'est pas forcément ma vie, ça peut être celle de mon père ou celle de ma mère, ou bien encore un regard sur le monde. Voilà, c'est ce terme-là, mais c'est la question de la définition du genre. Et j'avoue que j'ai toujours pas de définition, d'autant plus que je me suis évadée peut-être encore avec des textes comme Les Années où on n'a pas trouvé de nom non plus. Voilà. Donc évidemment, la seule chose sur laquelle je suis ferme en quelque sorte, c'est le pacte de vérité. Celui dont justement Philippe Lejeune il a posé au départ de la définition de ce qu'est l'autobiographie. Effectivement, je n'invente pas. Pas davantage dans le livre Les Années et au contraire, c'est toujours aller à la recherche de, alors on pourra définir du réel ou plutôt que de la vérité peut-être. Alors, justement, à propos de cette définition de l'autosociobiographie, ce terme apparaît à un moment de votre œuvre, autour de l'ensemble que forment la place, une femme, l'événement, la honte, et est censé marquer une rupture dans votre conception de l'écriture et dans votre pratique de l'écriture, puisque dans la place, vous dites renoncer à votre première écriture, à votre premier style, qui était le style des 3 premiers romans, ces 3 premiers romans étaient aussi écrits à la première personne, mais c'était une première personne fictionnelle, on peut dire, et une première personne, puisque vous n'y apparaissez pas sous votre nom, enfin le personnage n'y apparaît pas sous le nom d'Annie Ernaux. C'est donc un jeu romanesque qui, de plus, se déploie dans un style qui a recours à l'oralité, et donc qui, d'une certaine manière, est lié à toute une littérature d'avant-guerre, à toute une littérature du peuple qui s'appuie sur la mise en scène de l'oralité populaire. Donc c'est cet exercice-là, il me semble, que vous pratiquez dans vos 3 premières œuvres, Les Armoires vides, La femme gelée, et puis Ce qu'ils disent ou non. Et avec la place, vous signifiez une rupture, vous écrivez que pour écrire sur votre père qui vient de mourir, vous ne pouvez pas ou plus avoir recours à cet exercice qui est un exercice littéraire, et que vous n'avez pas le droit, je reprends vos termes, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire des nouvelles essentielles. Donc, vous introduisez cette notion d'écriture plate
qui est censé pour vous rompre avec la littérature d'une certaine manière et faire basculer votre écriture du côté de la sociologie, de l'observation, de l'objectivité sociologique, et en même temps vous rapprocher du monde dont vous êtes issu en gommant les artifices littéraires. Alors, j'ai plusieurs questions à ce sujet. La première, c'est est-ce que vous êtes toujours aussi sévère avec votre premier style, que moi j'aime beaucoup? La deuxième question est est-ce qu'on sort de la littérature parce qu'on adopte un style plat, alors que le style plat est aussi un style littéraire? Il peut s'appeler écriture blanche. Et puis, troisième question, comment on va chercher, ça va être le concours du jour, on va chercher un terme pour qualifier le style que vous expérimentez avec les années, où on passe du je au nous, au sujet collectif, au on, au sujet indéterminé, et aussi à l'objectivation, parce que vous commencez à parler de elle. Voilà. Donc ça, j'ai dit 2 questions. Les 3 questions. J'en ai une troisième. Non, il y en a 3, je crois, là, déjà. Non. Et la troisième, la première, c'est est-ce que vous êtes toujours fâché avec votre premier style? Oui. La deuxième, c'est est-ce que l'écriture plate n'est pas aussi de la littérature? Et la troisième, c'est comment qualifier le style, votre troisième style, d'une certaine manière. Il n'y a pas de troisième style. Mais enfin, on va venir. Mais alors, est-ce que je suis... Non, je ne suis pas sévère du tout vis-à-vis de mes 3 premiers livres, parce que le premier livre, Les Armoires vides, pour moi, c'est fondateur. C'est le texte qui je n'ai presque rien lu je n'ai rien lu d'autre que la reproduction et les héritiers de Bourdieu et Passeron. Mais je m'engage dans ce texte parce que je suis à un moment de ma vie où, c'est une conjonction de faits. D'abord, j'ai fait des études de lettres. Je suis allée jusqu'à l'agrégation de lettres volontairement, même quand j'étais prof que je ne l'avais pas, je voulais l'avoir. Et c'est le désir d'écrire, je l'ai depuis l'âge de 20 ans, et j'ai écrit un roman lorsque j'avais 22 ans. Bon, donc je suis à un moment de ma vie où j'ai absolument besoin, non pas d'écrire pour écrire, mais d'écrire tout ce qui forme en fait un questionnement et qui vient. Alors c'est très important de dire. C'est une chercheuse qui l'écrivait dernièrement, on n'écrit pas toute seule. Non, on n'écrit pas toute seule. Et je suis à une époque qui est, en cette époque-là, on est en fait en 71, 72. Et cette époque-là, eh bien, il y a eu 68, il y a tout un questionnement et il y a un questionnement des femmes en particulier. Il ne faut pas oublier que mon premier livre, Les Armoires vides, s'ouvre sur un avortement clandestin que j'ai subi. On le saura plus tard puisque je l'écrirai dans l'événement. Mais à cette époque-là, donc, je ne peux pas prendre, justement, je ne peux pas faire autre chose qu'un roman. Enfin, si, ça pourrait être un document, mais ça n'est pas comme ça que je conçois l'écriture. Je conçois l'écriture comme quelque chose qui va plus loin que le document, qui n'est pas le document, qui est un souci de la forme. Et il y aura effectivement ce souci de la forme de prendre une voix qui me vient, alors là je vous remercie, effectivement, d'écrivains comme Céline, bien sûr, et sans doute d'autres dont je me souviens pas, et qui est cette écriture de la violence. Pour moi, c'est l'écriture de la violence parce que
j'ai besoin de cette violence-là, de l'écrire. Je ne sais pas encore, je n'ai pas les termes pour dire que c'est au fond une façon de contourner, retourner la violence symbolique que j'ai pu subir dans ma jeunesse, mais c'est spontané. C'est cette écriture-là qui est une écriture certainement par rapport à la suivante, qui ne s'épargne pas tous les effets, bien sûr, d'accumulation, etc. Et il y a aussi autre chose. Pourquoi j'ai besoin, c'est le refoulé qui revient personnel, qui revient dans cette époque où on questionne la société, où les femmes se questionnent, et ne pas oublier, et c'est pourquoi il y aura la lecture de la reproduction et des héritiers, c'est que je suis enseignante. Et que je suis déjà depuis plusieurs années, et que j'enseigne non pas dans des grands lycées, j'ai enseigné dans un lycée qui était classique, moderne et technique. J'ai eu des classes techniques et j'enseigne à ce moment-là dans un collège d'enseignement secondaire avec des élèves donc, qui sont plutôt, dont l'ensemble est quand même plutôt d'origine, comme on dit, populaire. Et c'est cette question de l'école, de cette transmission. Qu'est-ce que je transmets ? C'est par là que je viendrai, au fond, à l'écriture des armoires vides et à moi-même. C'est-à-dire que en lisant Bourdieu et Passon, je penserais effectivement que c'est une culture de classe que j'ai acquise et que je transmets. Et ça, ce paradigme, en quelque sorte, n'a jamais cessé, en fait, d'être en moi depuis ce temps-là, et même d'avoir pour moi une fonction politique qui m'est toujours extrêmement chère. Voilà, donc je ne suis pas sévère du tout. Je pense que c'est par là que je devais commencer. Et alors, c'est plutôt le changement. Alors, le changement avec la place. C'est que si ma venue à l'écriture en 72, puisque c'est à ce moment-là que je commence les armoires vides, elle arrive à ce moment-là, mais il y a autre chose, c'est qu'il y a eu la mort de mon père en 1967, brutale, complètement inattendue, et où par hasard, dont je suis par hasard spectatrice, la spectatrice effarée, et qui éprouve alors à ce moment-là ce sentiment d'avoir changé de monde. C'est ça, c'est par l'affectif, c'est par le deuil mais ça va poursuivre. Je vais commencer quelque chose là, mais c'est très très flou, et quand je n'ai pas gardé ces quelques feuillets que je ne peux pas continuer parce que effectivement, pour moi, c'est une sorte de gouffre qui s'ouvre. Voilà, c'est ce qui m'apparaîtra plus tard, effectivement, comme une trahison de classe. Et ce texte-là, en fait, ce texte sur mon père, je ne l'ai pas écrit. J'ai écrit Les armoires vides. J'ai écrit ensuite La femme gelée, bien. Mais il me hante. Il me hante. J'ai besoin de l'écrire. Et j'ai plusieurs ébauches que j'ai données d'ailleurs à la Bibliothèque nationale, qui sont des ébauches dans la même écriture que les armoires vides. Et à chaque fois, quand je me retournais, je me disais mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et pourquoi ? Eh bien, parce que j'avais le sentiment d'être d'un certain côté, du côté dominant, comme j'emploie ces mots maintenant, mais que je n'employais pas, et ce côté dominant est de regarder le côté dominé de mon père, appartenant au monde dominé, et en écrivant dans cette écriture-là, de me situer du côté dominant, au fond,
de travailler contre mon père, contre le monde d'où je viens. Et ça a été très très long comme réflexion, ça m'a pris des années. Et à ce moment-là, il y a cette rupture me disant, mais au fond, il n'y a plus de masque, ça va être vraiment la vérité, la simplicité. Je vais renoncer à la mise en scène, ce que j'appelle la mise en scène, parce que les armoires vides, c'est une mise en scène avec l'avortement. Il n'y a pas de mise en scène, voilà, ça va être les faits. Alors que vous parlez de l'écriture plate, pour moi, il n'y a pas d'écriture plate. Pour moi, j'ai employé ce terme écriture plate uniquement pour définir une écriture qui sera réduite aux faits, sans affectivité et sans montrer quoi que ce soit de personnel, pour des raisons justement qu'on ne touche pas au monde d'où je viens, qu'on ne touche pas à mon père. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas ni avec commisération, ni en le faisant rire, aucune complicité avec le lecteur. C'est écrit dans la place qu'il n'y aura pas de complicité avec le lecteur. Alors que signifient ces termes, l'écriture plate, la même que j'écrivais, celle que j'utilisais quand j'écrivais à mes parents les nouvelles essentielles. Eh bien, ce que ça signifie cela, effectivement, mais ça veut dire qu'on peut, si on veut comparer, ma mère aussi, elle écrivait les faits, elle écrivait. Alors, vous avez analysé Nellie Wolfe, cette écriture dans votre livre qui m'a beaucoup. Ce livre s'appelle Le peuple en littérature, et je l'ai lu avec beaucoup d'attention, et c'est vraiment très très bien. Mais me concernant, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec tout à fait ce que vous écrivez. C'est que effectivement, là où je me trompe, effectivement, c'est que ma mère, dont je vous ai fourni quelques lettres, des échantillons de lettres, enfin celle que j'avais, n'a pas, dites-vous, une écriture. Elle a le sens quand même de ce qui est, de ce qui bon, peut être saillant, de ce qu'il faut dire. Alors, bien sûr, au point de vue orthographique, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation, etc. Mais il y a une chose que peut-être j'aurais aimé que vous voyiez dans l'écriture de ma mère et qui est dans la mienne, c'est la parataxe, c'est-à-dire les faits sans subordination, sans enchaînement des choses. Cette parataxe qui est dans la place, qui est simplement justement que ce soit cette brutalité, qu'il n'y ait pas de regard surplombant. Je ne sais pas si vous serez d'accord, hein, je discute, voilà. Mais c'est vraiment, je tiens beaucoup à dire que si j'avais connu le terme à l'époque, j'aurais parlé d'écriture factuelle, je pense. Sauf que ce terme n'était pas en usage encore, ou du moins je ne le connaissais pas. Et c'est ça. Est-ce que c'était pas pour moi un style? C'était une posture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je crois. Est-ce que vous me permettez de... Ah, bien sûr, maintenant, non, mais pour donner un peu d'aliment au débat, de lire deux passages, enfin, une écriture et une réécriture d'une même scène, oui, dans Les armoires vides et dans La place, de manière à ce que tout le monde sente bien le changement que vous avez opéré, même si ce n'est pas le passage le plus
le plus évocateur. Alors, il s'agit de la description, vous êtes dans le café-épicerie de vos parents, et il y a des vieillards qui viennent boire. Et vous les décrivez ainsi dans les armoires vides. Le midi, ils bagotent déjà plus, et le soir, ils ont leur chouïa dans le nez. C'est avec eux que la fête commence. Ils rejoignent ceux qui sont restés là tout l'après-midi, les petits vieux de l'hospice, glousseurs et vicieux, les longues maladies, les accidents du travail, aux pansements grisâtres. Alors, évidemment, on pense à Céline, beaucoup, quand on lit ça. Et vous réécrivez cette scène dans la place. Un café d'habitués, buveurs réguliers d'avant ou d'après le travail, dont la place est sacrée. L'après-midi, les vieux de l'hospice, libérés jusqu'à 6 heures, gais et bruyants, poussant la romance. Parfois, il fallait leur faire cuver rincettes et sur-rincettes dans un bâtiment de la cour, sur une couverture, avant de les renvoyer présentables aux bonnes sœurs. Voilà. Bon, je ne vous demande pas de commenter, et je ne vais pas commenter moi-même, parce qu'on ne va jamais avancer, on va rester englué dans ces histoires de style, alors que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à poser, de thèmes à voir. Oui, mais beaucoup. Mais vous avez posé effectivement d'autres questions en disant... alors la deuxième, je l'ai un petit peu oubliée. Non, mais c'est pas grave. Bon. Vous avez répondu à tout. À tout. Je trouve que votre mère a du style, oui. Voilà, c'était mon idée, qu'elle avait un style. Écoutez, style. On sent une personne dans son écriture. Oui, peut-être. Voilà, mais alors justement, j'ai certainement du mal à me départir du regard que j'ai pu avoir, qui est, mettons, celui des armoires vides. De l'adolescente, et qui lit ce que sa mère lui écrit, et qui pense qu'elle fait des fautes d'orthographe, qu'elle ne met pas de majuscules, et que c'est l'école avec un grand E condamnerait évidemment ce style-là, et elle-même elle n'est pas là, justement, elle a un sentiment, elle a à la fois un sentiment d'infériorité par rapport, effectivement, même à une sœur qui a eu son certificat d'études et qui écrit des lettres sans faute, elle éprouve un sentiment d'infériorité. Donc, mais en même temps, c'est une femme qui n'a jamais cessé d'écrire, malgré tout. Elle le sait qu'elle fait des fautes d'orthographe. Elle sait que c'est effectivement, elle ne sait pas que c'est de la parataxe, mais elle l'utilise. Mais il n'empêche que je l'ai toujours vue écrire des lettres, et que c'est sans doute pour ça que le journal que j'ai écrit sur sa maladie, la maladie d'Alzheimer, ce sera au fond les derniers mots d'une lettre qu'elle écrit et qu'elle ne peut pas poursuivre. Je ne suis pas sortie de ma nuit. Voilà. Alors, bon. Donc, je ne veux pas faire du pathos ici. Mais... Et puis, c'était votre mère. Hein, voilà. Une femme qui écrivait. Bon, je voudrais vous poser une deuxième série de questions concernant à proprement parler, le contenu social de votre œuvre, hein, puisque vous consacrez toute votre œuvre à l'observation et à l'interprétation, à la description du monde dont vous êtes issu, hein, d'un monde pauvre, provincial, et cette observation et cette description, vous les concentrez autour de ce terme qui est si important chez vous, qui est le terme de place, hein, la place auquel dont vous vous servez pour le titre de votre 4e livre. La place, alors la place pour moi, ça résonne comme un terme à la fois sociologique et littéraire,
qui se différencie du terme de classe, comme d'ailleurs le terme de dominé, qui est également non pas emprunté mais inspiré par Bourdieu, se distingue du terme d'exploiter. Il y a toute une substitution, un glissement de vocabulaire de la sociologie traditionnelle, de la sociologie marxiste à la sociologie de Bourdieu, qui substitue la place à la classe, le dominé à l'exploité, et que vous reprenez, alors, parce que, d'une certaine manière, la place, c'est pas un concept économique ou politique. La place, c'est dans la tête, c'est dans les corps, c'est dans la manière de parler, et c'est de ça que vous voulez rendre compte. Et vos parents, d'une certaine manière, ils ont changé de classe. Ils sont devenus, ils étaient ouvriers, paysans, ils sont devenus commerçants, cafetiers, boutiquiers, mais ils n'ont pas changé de place. Ils sont restés à la même place. Et c'est de cette assignation à la place dont vous parlez, ainsi que du changement de place qu'effectue le transfuge de classe, pour le coup. Oui. Alors, le terme, en commençant d'écrire Les armoires vides et plus loin, et d'une manière un peu continue, dirais-je, dans mes livres, j'ai toujours, vous l'avez bien remarqué, évité ce concept de classe. Parce qu'il ne rend pas compte, justement de toutes les différences, justement, comme vous le dites, de manière, d'habitus, pour reprendre le terme de Bourdieu, et que il est effectivement, il était pour moi, il était connoté marxisme, non pas que j'ai eu quelque chose contre le marxisme, au contraire, pas du tout, mais me semblait effectivement réducteur et pas du tout correspondant aux sentiments que je pouvais avoir, que j'avais pu avoir aussi moi-même en étant adolescente, étudiante et ultérieurement adulte. Alors, j'ai employé le terme transfuge de classe. Je ne l'ai pas rencontré avant l'écriture de Laplace. Après l'écriture de Laplace. C'est un terme que je ne connaissais pas. Transfuge de classe, non. C'était un sociologue qui, ayant lu Laplace, m'a dit ce que j'étais, si on peut dire. Voilà, ce que j'étais, c'est-à-dire que j'avais changé de classe sociale. Donc, par commodité, bien sûr, je l'ai utilisé, donc, et je le préfère, pour répondre tout à l'heure à Gisèle Sapiro, que effectivement moi aussi je préfère le terme de transfuge de classe parce qu'il contient justement cette idée de difficulté, de souffrance, mais aussi subtilement quand même de trahison. Et c'est un autre concept qui a été très, très, très important pour moi lorsque j'étais professeur dans le secondaire. Et cette idée de trahison, et sans doute pour des raisons personnelles, également personnelles de mariage, ont fait que ça résonnait beaucoup en moi. Donc, ce terme... Alors, pour revenir à la classe, oui, je pense que mes parents ont changé de classe sociale
dans les termes donc politiques ou sociologiques traditionnels, puisque ils ont été ouvriers, et ils ont été ouvriers, mais pas des ouvriers qualifiés. Voilà, travaillaient dans des usines. Mais ensuite, c'est vrai que mon père est devenu contremaître dans les usines de pétrole de la Basse-Seine, à Notre-Dame de Gravenchon, et la guerre a interrompu donc peut-être une carrière qui aurait été sans doute, il serait passé à cadre moyen, par exemple. Mais ils sont passés dans la classe des petits commerçants, mais justement, ça veut rien dire finalement. Enfin, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ce qui comptait, en fait, c'était le type de clientèle de mes parents, la place dans la ville, c'est-à-dire dans le quartier le plus populaire et à la limite de la campagne où se situait le commerce. C'était aussi la langue qu'on parlait, le patois qui était toujours à cette époque-là fréquent dans les familles. Si bien que bien parler, c'était toujours essayer d'évacuer tous les termes patoisants. Parce que ces termes-là étaient jugés, voilà, c'était être de la campagne, c'était une insulte. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses un peu subtiles. Effectivement, je crois que ça apparaît dans mes textes. Dire que c'est mon obsession, non, parce que écrire, c'est choisir une forme, c'est choisir des mots, c'est aussi travailler avec sa mémoire, travailler avec ses émotions, même si elles ne transparaissent pas. Et à ce titre, moi, je vois une différence entre La Place et le livre qui suit Une femme, parce que je ne suis pas dans la même disposition affective par rapport à mon père, par rapport à ma mère, et que je n'ai pas le même sentiment que je peux avoir de trahison. Voilà. Donc tout cela, c'est ce qui se passe au niveau de l'écriture, et ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile à expliquer, même à moi-même, dans le secret de l'écriture. Oui, j'étais en train de relire une page des années pour rebondir sur la question du transfuge, du classe. Dans les années, vous décrivez une photographie de classe qui a été prise de vous en première, je crois, ou en terminale, et vous commencez en disant « Elle est la fille du milieu ». Est-ce que alors c'est une position dans l'espace, hein, vous êtes la fille du milieu dans la photo. Dans la photo. Vous êtes placé dans le rang du milieu. Oui. Dans la moyenne. Vous avez sans doute une taille moyenne à l'époque, et vous faites partie ni des petits qui sont devant, ni des grandes perches qui sont derrière. Et vous êtes la fille du milieu. Et un peu plus loin, en continuant à commenter cette photo, vous écrivez « Les deux filles qui l'entourent sur la photo appartiennent à la bourgeoisie. Elle ne se sent pas des leurs, plus forte et plus seule. À trop les fréquenter, à les accompagner dans les surbooms, elle a l'impression de déchoir. Elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance, le petit commerce de ses parents. Elle est passée de l'autre côté, mais ne saurait dire de quoi. Derrière elle, sa vie est constituée d'images sans lien. Elle ne se sent de nulle part, seulement dans le savoir et la littérature. » Donc,
voilà dans les années, je pense, une réflexion poétique sur le transfuge de classe et sa place au milieu, dans un entre-deux qui est aussi un nulle part, ni du monde d'avant, ni dans celui vers lequel on se dirige, et qui, pour moi, exprime, par le truchement de cette métaphore de la place dans l'espace, la place dans la photo, exprime remarquablement, plus que tout discours sociologique, je pense, ce qu'est être un transfuge. J'aime pas trop l'expression. Il y a le mot fuite dedans. On fuit. Oui, mais c'est pas seulement une fuite. Hein, c'est pas une fuite. C'est pas une fuite, mais enfin dans mon cas, c'est pas. J'ai jamais eu ce sentiment de fuite, de vouloir fuir à toute force, du tout. Hein. Je n'ai rien de commun avec Édouard Louis là-dessus, hein, vraiment. Donc c'est pas ça. Mais c'est vraiment c'est que quelque chose fait que on sent qu'il vaut mieux aller de ce côté-là plutôt que de rester là où on est. Que c'est effectivement que c'est là que se trouve le bien. Oui, le bien, ce qu'on imagine comme le bien, on sera. C'est résumé dans les paroles des parents. Tu seras mieux que nous. Voilà, il suffit de ça. Et ça, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est très bien, c'est être plus libre, avoir plus de possibilités, avoir plus d'argent, ça va de soi. Mais voilà, être au fond cette idée que. Mais oui, on va avoir on va être plus du côté dominant. Mais bien sûr, on n'emploie pas ce mot dominant. Mais c'est ça. Donc, je suis poussée par ça. Alors, ce que vous décrivez, effectivement, c'est... À l'époque, je dois dire que c'est effectivement, par le hasard, la photo me place au milieu. C'est vrai. Bon, certainement, c'est une question de hasard et puis une question de taille aussi, mais même si j'étais quand même assez grande. C'est surtout ce que vous avez lu ensuite qui m'a frappée et qui résume bien, c'est-à-dire qu'il y a une époque de la vie où, comme certainement beaucoup d'autres, je ne pouvais pas me situer, pas savoir, être nulle part. Et c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment-là que la vraie place, c'était dans les études et dans la littérature. Alors, encore plus étudiante qu'en classe de philo, au moment où est prise la photo, mais effectivement, étudiante, ce sentiment d'être au fond, c'était là où il y avait pas de classe sociale, quoi. Voilà, c'est même si tout de même, j'en avais tout à fait conscience à certains moments, puisque j'ai écrit, je voudrais venger ma race. Et ça voulait dire, évidemment, c'était toute ma famille, surtout la famille maternelle, qui a été, je veux dire, qui représentait ce que moi à l'époque j'appelais le lumpenprolétariat. Voilà, dans ce qui montrait bien que je flirtais quand même avec le communisme à cette époque. Pour en rester, mais aussi en terminer avec cette histoire de transfuge de classe et faire une habile transition avec le thème suivant, parce que je voudrais qu'on parle de la condition féminine dans votre œuvre. Vous définissez plus tard, je crois, dans Mémoire de fille, un style du transfuge qui est un style d'emprunt, un style d'imitation, c'est-à-dire que le personnage de Mémoire de fille, qui est tantôt elle, tantôt je, imite le style de vie et le style d'écriture et le style de langage de ses camarades de classe qui sont d'un niveau social plus élevé.
C'est cette fameuse Marie-Claude à qui vous écrivez en adoptant le style lycéen. Toutes les lettres commencent par Marie-Claude chérie ou darling, et se terminent par bye bye ou ciao. Donc c'est toute une légèreté d'emprunt que vous adoptez ici. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vous-même, vous devenez un modèle pour un autre transfuge, qui est votre mère. C'est-à-dire que votre mère vous imite. Elle lit vos livres, elle lit les livres que vous lisez. Oui, elle se convertit un peu à votre nouveau style de vie. Non. Alors là, je suis quand même très ferme. C'est par ma mère qui est venue, pour moi, l'importance et le goût de la lecture. C'est elle. Et c'est non pas l'inverse. Alors, bien sûr, comme vous dites, je vais effectivement la convertir à des lectures qu'elle n'aurait peut-être pas eues. Bon, je pense par exemple à Kafka, La Métamorphose, puisqu'on en a parlé ensemble après, et d'autres livres dont je ne me souviens pas maintenant, mais que je lui passais. Mais au départ, ça c'est quand je suis adolescente. Mais au départ, c'est elle qui ah oui. Et par exemple, j'évoque dans La Femme gelée effectivement un livre des livres. Je pourrais d'ailleurs parler d'autres livres. Un livre qui ne doit rien à l'école et qu'elle veut que je lise, et qui est Les raisins de la colère de Steinbeck. Et je suis en seconde, je me souviens, et lorsqu'elle me donne ce livre, c'est la première fois que je lis un roman comme ça, et qui parle de gens au fond dont beaucoup ressemblent à des gens que j'ai connus autour de moi, ou au café, et qu'il y en a encore beaucoup au café, parce que là, je vis chez mes parents, et c'est elle qui m'apporte ce livre. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a lu avant-guerre, quand il est sorti. Donc c'est une femme qui a toujours lu. Et qui peut avoir des mots que mon père n'a pas. Et elle cherche, elle cherche, comme elle dit, elle a toujours cherché à s'élever. Elle emploie ce terme-là, c'est s'élever. Voilà, c'est pas changer de monde, c'est s'élever. Et c'est vrai que c'est par elle. Donc oui, elle. Et c'est vrai que je raconterai aussi dans Une femme comment vivant la dernière partie l'avant-dernière partie de sa vie, une fois qu'elle est veuve, avec chez moi et dans ma famille, mon mari, mes enfants, eh bien comment elle va encore changer. C'est quelque chose effectivement. Elle ne change pas de classe, ni je dirais qu'elle ne change pas vraiment non plus de place, mais elle va tout de même changer d'habitus, c'est certain. C'est une constante dans les biographies de transfuges de classe, la place de la mère. Ça vient presque toujours par la mère, par une femme ou la grand-mère. C'est le cas chez un auteur que j'ai étudié, que j'aime bien, qui s'appelle Louis Guillou. Louis Guillou, oui. C'est la lecture, l'ouverture à la culture bourgeoise vient de la mère. Bon, Céline évoque sa grand-mère, même si son père a un rôle important. Et bon, tous les autobiographes, autosociobiographes qu'a cité Gisèle mentionnent eux aussi l'importance de leur mère dans cette une transmission d'énergie pour la transformation sociale. Alors, puisqu'on en est là, j'aimerais vous poser, pour finir, des questions sur la place de la femme dans votre œuvre,
puisque, alors je vais employer un vieux mot, la condition féminine. Oui, ça ne s'emploie plus. Non, ça ne se dit plus, c'est la sociologie archaïque, mais bon. Je l'emploie quand même. Votre œuvre, depuis Les Armoires vides jusqu'au dernier livre, est une réflexion et une mise en scène au sens de mise sur la scène, un déploiement de ce que sont les destins, de ce que peuvent être les destins de femmes au XXe siècle. Dans La femme gelée, le titre lui aussi est évocateur. Le destin d'une femme, c'est de se geler progressivement dans le mariage et la maternité, de renoncer à ses ambitions, à son énergie, à ses rêves. Vous écrivez que la différence sexuelle s'inscrit en même temps que les inégalités de sexe. Les inégalités font découvrir la différence sexuelle. Et vous écrivez qu'elle avait démarré la différence par la dinette, évident aussi que ma place était auprès de mon enfant et la sienne à votre mari au cinéma, non l'inverse. Il y est allé, après il ira au tennis l'été, l'hiver au ski. Puis vous ajoutez un peu plus loin, je ne suis pas prof, je ne serai jamais prof, mais une femme prof, nuance. Et puis un peu auparavant, alors une remarque qui m'a profondément touché, vous écrivez en octobre, Hilda s'inscrit à la fac de lettres, moi aussi, statistiquement un vrai choix de fille, et le bouquet de petite bourgeoise. Et inutile de préciser que je me suis aussi inscrite à la fac de lettres. Et voilà, et curieusement, quand même, paradoxalement, dans La femme gelée, vous dites que vous avez une enfance indifférenciée, ni fille ni garçon, et que la différence vous est arrivée ensuite. Oui, c'est très important en fait. Mon travail d'écriture, depuis le début, vous avez raison de le dire, ne distingue pas tout ce qui concerne effectivement le féminin. Et la domination qui est subie par le féminin. Et pourquoi ? Eh bien, c'est que l'écriture met en jeu effectivement tout ce qu'il y a de plus profond, de plus révolté, c'est effectivement ça pour moi, parce que mon enfance entre mon père et ma mère, c'est une sorte d'inversion des rôles. C'est mon père qui est la douceur et la gentillesse, et c'est ma mère qui est la violence. Et c'est ma mère qui est en même temps une femme, effectivement, donc qui lit, etc. Mais c'est aussi, c'est elle qui est la loi, comme je l'écrirais dans Une femme. Et que mon père fait la cuisine, et ma mère fait les comptes. Voilà. Donc c'est, d'ailleurs, Simone de Beauvoir, déjà dans Le deuxième sexe, évoque la femme commerçante qui subit déjà moins donc de domination que la femme qui reste au foyer et dont le mari travaille à l'extérieur, donc ils sont continuellement séparés. Non, effectivement, mon père et ma mère ont été là, et je dois dire que je n'ai pas vu effectivement de différence, et je savais même que je devais, c'était la loi, oui, le terme c'est la loi de l'obéissance, etc. C'était ma mère qui avait le dernier mot. Donc c'est elle qui... je n'ai pas de frère. Alors, du côté homme, je voyais le café, ce qui n'était pas forcément toujours reluisant, et de l'autre côté, je voyais les femmes
qui s'occupait de tout, des enfants, et qui s'occupait, qui achetait, qui vraiment. Donc, j'ai eu une vision qui est une vision, comment dit-on, il y a un terme pour dire ça, de matriarcat, hein, un peu de matriarcat. Et c'est certainement une des choses qui font que le choc a été très très rude pour moi, dans la mesure où en plus j'avais été écartée des garçons, et à une époque où ils étaient séparés partout. Les lycées mixtes, il n'y en avait pas. En plus, moi, j'étais dans une boîte privée, religieuse, donc où les garçons étaient le diable, mais pour ma mère aussi, c'était le diable. Bon, donc je ne les connaissais pas, et donc je les connaissais pas dans leur réalité, et surtout dans leur tête. Il n'y avait pas seulement que leur corps, que leur domination, voilà, de corps, de leur présence, etc. Mais il y avait aussi tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête. Et effectivement, tout est là. C'est tous ces schèmes qui sont dans la tête que je ne connaissais pas. Et c'est pourquoi depuis l'adolescence et la découverte de Simone de Beauvoir m'a effectivement réveillée, m'a renforcée, effectivement, m'a fait voir, ben oui, tout cela ne devrait pas être vrai. Voilà, et ça, c'est quelque chose donc qui continue de faire que je ne peux pas dissocier tout ce qui concerne les femmes du reste des problèmes politiques, des problèmes de tous, puisque nous sommes la moitié du monde et que nous sommes toujours sous une forme de domination. Ça fait très fort, mais en fait une hégémonie du masculin dans tous les domaines. Voilà. J'arrête, non ? Une dernière question. D'ailleurs, dans Mémoire de fille, vous montrez très bien la confusion qui règne dans une tête de fille à l'époque, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Une confusion créée par je vais moderniser un peu mon vocabulaire, des attentes de genre contradictoires. D'un côté, il faut perdre sa virginité pour devenir une femme et accéder à la féminité. D'un autre, il ne faut pas la perdre parce que la virginité, c'est quand même le prix de la femme, hein, sa valeur. À cette époque, oui. Et donc vous n'arrivez pas à nommer ce qui vous arrive. Dans vos premières expériences sexuelles, dans ce camp de vacances où vous êtes monitrice, et vous ignorez aussi totalement ce qui peut se passer dans la tête d'un garçon, qui lui est à des années-lumière de ce que vous ressentez, c'est-à-dire qui est préoccupé par son érection, et ça, bon, remarquez vous aussi, vous l'êtes, mais il est à des années-lumière de ce que peut être le vécu psychique d'une jeune fille à l'occasion d'une première rencontre amoureuse et sexuelle. Oui, mais la différence, si vous voulez, c'est que lui, il aura oublié très certainement tout cela c'est un tout petit épisode de sa vie, et que moi, il a déterminé la mienne. Ce qui est quand même un gouffre. Voilà. Et c'est ça, justement, ce qui actuellement se passe dans ces mouvements où on dit « Ah, mais vous ne croyez pas que vous allez trop loin, les femmes, etc. » Voilà. Et je ne veux pas discuter là-dessus. Je dis par exemple, voilà, ça.
Alors, vous direz que ça a déterminé aussi, sans doute, et je pense aussi, le fait que j'ai écrit, mais que je me suis mise à écrire après. Mais est-ce que c'est la seule raison, hein? C'est moi qui ai décidé ça aussi. Mais je pense quand même que le prix a été énorme. Voilà, quand j'ai essayé de l'évoquer, que c'est très, très, même encore très difficile pour moi de le mesurer. Il est 12:05, peut-être une dernière question, la dernière, après la dernière, et pour la route, comme on dit. C'est au sujet de l'école. Parce que vous dénoncez l'école comme instrument d'oppression et d'humiliation de l'enfant du milieu dominé. L'école vous interdit de faire les rédactions que vous devriez faire dans ce qu'ils disent ou rien. La narratrice dit de manière assez drôle, on lui demande de raconter ça dans une rédaction, de parler de son petit déjeuner. Elle dit qu'elle devrait écrire qu'elle boit du café au lait, mais elle écrit qu'elle boit un grand bol de chocolat fumant. Oui, c'est les stéréotypes, oui, bien sûr. Pour répondre aux attentes scolaires. Vous insistez sur cette violence de l'école qui inculque à l'enfant une voix, qui l'oblige à intérioriser une voix qui n'est pas la sienne. Mais est-ce que, pour vous, il n'y a pas d'école libératrice, émancipatrice émancipatrice, ça, quand même, ça a été une grande... je dirais peut-être une grande mystification des années 60 et peut-être encore 60, ça a été mis en cause dans les années 70 d'ailleurs. Et j'étais à cette époque donc professeur de collège et j'ai participé à cette idée que tout de même c'était ce qu'on transmettait, c'était tout de même la culture bourgeoise, j'emploie les termes des années 70, et à ce compte-là, est-ce qu'on pouvait parler d'émancipation? Est-ce que l'école, au fond, cette égalité des chances, c'était pas toujours, au fond, au même qu'elle profitait? Donc c'est pour cela, effectivement, que j'évoque voilà ce que vous dites, et que je mets des guillemets donc à cette émancipation de l'école. Et ce n'est pas parce que toujours on va mettre en exergue le fait que certains, comme on dit, s'en sortent et d'autres que des grandes écoles accueillent donc des miraculés, pour employer le terme de Bourdieu, qu'on peut considérer que l'école est faite effectivement pour justement donner à chacun, développer dans chacun ses possibilités. J'ai été longtemps intéressée aussi par l'école Freinet, qui donc pouvait, me paraissait une autre façon d'enseigner. L'école est le grand chantier, en fait. C'est la grande chose. Et malheureusement, voilà, on va déboucher sur le politique, quoi. C'est pas le... Mais je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Ouais. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.